Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le jeudi 1er avril 2021. Vous regardez à l'air libre, la quotidienne de Mediapart. Au sommaire, une émission totalement consacrée au Covid après les dernières annonces d'Emmanuel Macron hier soir, avec des soignants en réanimation qui réagissent, avec notre invitée Sophie Crozier, neurologue et coordonnatrice de la démarche éthique à l'AP-HP, et avec des profs déprimés qui ne se sentent pas écoutés par leur ministre, rencontrés par Célia Mebroukine. Salut Célia. Salut. Et on ira aussi au Nevada avec les travailleuses du sexe privées de maisons closes fermées à cause de la pandémie. Elles sont privées de leur gagne-pain. Emmanuel Macron a parlé hier et les mesures qu'il a annoncées ont été entérinées par un vote des députés aujourd'hui. Pour discuter de ces nouvelles restrictions et de l'état de la pandémie, notre invitée Sophie Crozier, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes neurologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris, vous êtes coordonnatrice de la démarche éthique à l'AP-HP, vous êtes aussi au Comité national consultatif d'éthique, Comité consultatif national d'éthique, pardon. Autant dire que c'est le cœur du réacteur en ce moment, puisque de nombreux soignants s'inquiètent du tri des patients et des conséquences de la déprogrammation. On va en parler. Hier, Emmanuel Macron a donc pris la parole depuis l'Élysée. Vous pouvez lire l'analyse qu'Hélène Salvi et Caroline Coq-Chaudorge en ont fait dans Mediapart. Sophie Crozier, quelle est la vôtre d'analyse? Un mot pour qualifier cette allocution. Alors, un mot, c'est un peu difficile. Si j'en avais qu'un, je dirais que je suis consternée. Ouais. Je suis consternée parce que, d'une part, on a du mal à imaginer que les décisions qui sont prises vont pouvoir répondre à la situation sanitaire actuelle. Et par ailleurs, on a senti en fait que finalement c'était une absence de décision. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, avec une déresponsabilisation complète en fait du chef de l'État et du gouvernement sur les décisions qui vont... Il se défausse. La façon... pour moi, complètement, en fait. D'ailleurs, il l'a dit, il en a appelé à notre responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire que d'en appeler à notre responsabilité? Nous devons avoir des comportements responsables les uns et les autres, parce que lui n'a pas été capable de prendre des décisions à un moment peut-être où il fallait les prendre, même si c'était très compliqué. Encore une fois, moi, je ne suis absolument pas experte ni en épidémiologie, ni en infectiologie, ni en réanimation. Donc, ce n'est pas sur ce sujet-là, je pense. Mais de dire quelque chose comme ça, alors qu'il y a un an, il nous disait qu'on était en guerre et que donc il devait être le chef de guerre et prendre des décisions importantes pour le pays. Aujourd'hui, on se sent mais complètement abandonné. Là, les soignants sont absolument épuisés et ils nous demandent des efforts. Ils demandent aux soignants de faire des efforts. Donc les réactions aujourd'hui des collègues qui déjà sont vraiment au bout du rouleau. Depuis plus d'un an, on crie, ça fait plus de 2 ans même qu'on crie les difficultés de l'hôpital public. Et alors qu'après un an de crise, tout le monde est à genoux, ils demandent des efforts aux soignants. Alors que nous, ça fait plus de 2 ans qu'on demande au président de la République de faire des efforts pour le système de santé français, pour qu'on garde un système de santé solidaire, un accès aux soins pour tous, qu'on ait les moyens de soigner bien les gens. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus les moyens de soigner correctement. Et effectivement, c'est ce dont vous parliez. On est amené maintenant, compte tenu de l'évolution de l'épidémie et du manque de moyens, parce que quand on parle de priorisation et de tri, de quoi il est question? Il est question de pénurie. Pénurie de lits, pénurie de matériel, pénurie surtout de personnel. Donc à promettre des dizaines, des milliers de lits, mais où il peut imaginer qu'on va les trouver en fait, ouvrir des lits. On n'ouvre pas des lits, on n'est pas un hôtel, on ne couche pas des gens dans des lits comme dans un hôtel. On a besoin d'avoir du personnel. Et ça, il le sait très bien. Ça ne sera pas possible. Moi, je ne vois pas comment c'est possible. Alors, ici, ils ont quelques idées dont on peut discuter. Alors, voilà votre réaction sur son message aux soignants. Effectivement, il a demandé d'ailleurs des efforts à tout le monde, et en premier lieu aux soignants. Cette allocution, justement, elle était très attendue dans votre corps de métier. Depuis plusieurs jours, les tribunes de soignants se multiplient. Ils n'en peuvent plus d'alerter sur cette 3e vague. Dimanche, dans le JDD, 41 directeurs de crise de l'AP-HP l'affirment. Nous serons contraints de faire le tri des patients. Nous n'avons jamais connu une telle situation, même pendant les pires attentats subis ces dernières années, écrivent-ils encore. Ils rappellent que le tri a commencé avec des déprogrammations qui constituent des pertes de chance et qui vont s'intensifier. S'ils font cette tribune, écrivent-ils, c'est parce qu'ils ne peuvent rester silencieux sans trahir le serment d'Hippocrate fait un jour. 2 jours plus tard, 9 autres médecins de l'AP-HP renchérissent dans Le Monde. En imposant aux soignants de décider quel patient doit vivre, le gouvernement se déresponsabilise de façon hypocrite. Il pointe l'absence de transparence sur les conséquences de la stratégie sanitaire décidée. Il est temps que l'exécutif assume clairement et publiquement les conséquences sanitaires
de ses politiques. Nous avons rencontré un de ses signataires, le professeur Francis Bonnet de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, plutôt résigné face aux annonces d'Emmanuel Macron. Il y a effectivement des mesures significatives qui ont été annoncées, qu'on espère qu'elles vont porter leurs effets. Le simple commentaire, c'est de dire qu'on pourra juger ces effets d'ici une dizaine, quinzaine de jours, puisqu'il y a un délai entre la contamination et l'expression de la maladie, surtout dans les formes les plus graves. Emmanuel Macron a aussi annoncé l'augmentation du nombre de lits en réanimation. Voici ce qu'il en pense. On peut augmenter le nombre de lits de réanimation. C'est d'ailleurs ce qu'on avait fait pendant la première vague. Simplement, ça se fait dans la douleur. Hein. On l'a compris. C'est lié au fait qu'effectivement, il faut faire appel à des ressources humaines de gens qui n'ont pas l'habitude de travailler en réanimation et qui se convertissent à cet exercice, que ce soit des médicaux ou des paramédicaux. Ça, c'est une première chose. Et puis, la deuxième chose qui est un peu différente de la première vague, c'est l'idée qu'on essaie autant qu'on peut de préserver une activité pour les patients qui ne sont pas touchés par la Covid, parce que l'expérience qu'on en a, c'est que lors de la première vague, le fait de tomber à quasiment zéro de prise en charge de ce type de patients a quand même eu des conséquences délétères. Par exemple ? Par exemple, ce qu'on a pu observer, c'est que il y avait une surmortalité sur la fin de la première vague, donc pour des patients qui avaient des situations comme les infarctus ou des accidents vasculaires cérébraux. Et puis, c'est qu'il y avait un sous-diagnostic d'environ un tiers du nombre de cancers digestifs, par exemple, sur cette année-là. Donc ça veut dire que les gens qui n'ont pas été diagnostiqués, malheureusement, ils ont la maladie et ils vont être probablement dépistés plus tard sur des signes et des symptômes qui seront plus évolués, avec une maladie qui sera peut-être plus étendue et donc peut-être avec une perte de chance en termes de morbidité. Quant à la demande d'Emmanuel Macron aux soignants, ça le fait sourire. Et le fait que Emmanuel Macron, hier, ait demandé notamment aux soignants de faire un effort supplémentaire, comment vous recevez ça ? Les soignants, ils font des efforts tous les jours, supplémentaires tous les jours. Donc voilà, chacun est dans son rôle. Les soignants, ils sont investis, fatigués et investis. Donc ils essaient de jouer leur rôle et de prendre en charge les patients. Voilà. Fatigués et investis, c'est en substance ce que vous nous avez dit juste avant cet extrait. Vous êtes aussi membre du Comité consultatif national d'éthique qui avait été saisi en novembre par le ministre de la Santé, Olivier Véran, pour réfléchir à la responsabilité de la prise de décision concernant chaque patient, en d'autres termes, au tri. Vous avez rendu un avis. Est-ce que ce tri est inévitable aujourd'hui dans la situation dans laquelle on se trouve ? Oui, il est inévitable, il existe. Alors, bon. Il existait déjà. En fait, quand on parle de tri, alors c'est vrai que le terme de tri est très connoté et ça pose évidemment des questions éthiques majeures. Quand on parle de tri, ce dont on parle, c'est qu'on parle finalement de la priorisation de soins pour certains patients. Alors, cette situation, elle est connue en particulier dans la médecine de guerre et la médecine de catastrophe. Hein, effectivement, quand on voit des besoins en fait absolument majeurs avec des ressources qui sont limitées. Donc à ce moment-là, il y a une réflexion qui est de voir comment est-ce qu'on peut distribuer au mieux des ressources qui sont rares, qui sont insuffisantes au regard des besoins. Donc ça, ce que je veux juste dire là et souligner, parce que je suis aussi donc membre du collectif Interhôpitaux, hein, donc avec le collectif Interurgence, on se bat depuis plus de 2 ans maintenant pour demander des moyens pour l'hôpital public qui se délabre chaque jour un peu plus. Donc cette situation de priorisation, de tri et de faire face à la pénurie, c'est quelque chose qui existait, d'accord, qui existait avant. C'est-à-dire que vous le savez sans doute, si vous avez essayé de prendre un rendez-vous avec un médecin, si vous avez attendu pour une chirurgie, même pour des dépistages de cancer, on sait qu'il y a des personnes, et puis souvent des populations plus vulnérables, qui ont des difficultés d'accès aux soins. Donc ça pose déjà un problème. C'est aussi pour ça qu'on a alerté, il y a depuis plus de 2 ans, le président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Santé, et que ça fait des années qu'on se bat pour ça. Donc c'est un point quand même qui est important à comprendre. C'est pas quelque chose qui est né. Alors je pense que les Français ne connaissaient pas bien cette façon-là, et que effectivement nous on essayait de faire face. Quand j'entends, ça fait sourire là, que le président de la République demande aux soignants de faire des efforts, mais en fait on a l'impression qu'il a découvert. Il dit ça fait 1 an qu'ils font des efforts, mais
mais ça fait pas un an. C'est un boulot qu'on fait depuis, pour tous, depuis 20 ans, 30 ans. Je veux dire, bien sûr qu'on fait des efforts tous les jours pour donner le meilleur de nous-mêmes, pour donner des soins de qualité aux patients, mais qu'on a de plus en plus de difficultés à le faire parce qu'on manque de personnel et de matériel, de médicaments et de moyens, en fait, en général à l'hôpital public. Et malheureusement, ça ne touche pas que l'hôpital public, mais beaucoup l'hôpital public. En pratique, ce qui se passe pendant cette crise sanitaire, c'est que les besoins, quand il se passe ce qui se passe en ce moment, une pandémie, les besoins explosent. Et ils explosent en même temps. Donc d'un seul coup, on a besoin de façon très simultanée, on va dire, des moyens, notamment des moyens de l'hôpital public et d'avoir accès à ces ressources. Ça ne concerne pas que la réanimation, ça concerne tout. Alors, on va parler de la réanimation. Pourquoi il y a des déprogrammations? Pourquoi on déprogramme de la chirurgie? On va prendre cet exemple. Simplement, pour quelque chose de très simple, c'est qu'en fait, on utilise les moyens de la chirurgie qui comprennent surtout du personnel, parce que c'est des personnels, des infirmières anesthésistes, des infirmières de bloc qui ont l'habitude un peu des machines de réanimation, et qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est ouvrir des nouveaux lits de réanimation. Donc ça se fait au détriment, et d'ailleurs ils sont installés, pour certains, dans les blocs opératoires, ou dans ce qu'on appelle les salles de réveil, là, où les patients sont transportés après une opération. Donc, une suppression, par exemple, une déprogrammation d'opération, c'est un lit en réanimation ouvert, c'est 150 déprogrammations. Exactement. Donc c'était énorme. Donc c'est énorme. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on peut se réjouir ou je sais pas comment dire, mais enfin en tout cas le président de la République avait l'air très sûr de lui en disant c'est très bien, on a les moyens, on va ouvrir 10 000 lits, mais à quel prix? À quel prix? C'est pas pour les soignants aujourd'hui qu'on se bat. Nous, si on alerte, s'il y a eu ces tribunes, etc., c'est pas pour protéger les soignants. Nous, on fera le job autant qu'on peut. C'est-à-dire qu'on en est plus là. Je ne sais pas quelles seront les conséquences après pour l'hôpital public, parce que sincèrement, on est vraiment à bout, et je crains que ça laisse des traces, et qu'il y a déjà une grande partie des personnels qui sont partis après la première vague. Donc il faut vraiment là qu'on fasse aussi attention à tout ça. Mais ce qui se passe là surtout, c'est que le fait qu'on soit dans cette situation de tension fait qu'on est effectivement obligé de choisir les malades qu'il va falloir déprogrammer. Donc c'est ça. Donc ça s'est mis en place. Vous vous retrouvez à appeler des gens pour dire votre l'hospitalisation, vous l'aurez pas. Vous, votre chirurgie, vous l'aurez pas. Exactement. Vous, on va pas vous diagnostiquer on va pas vérifier que vous avez ou pas un cancer. Parce que ce que disait cette tribune, ce que disait ce médecin, c'est 30% des cancers digestifs, par exemple, ne sont pas diagnostiqués à temps. Oui, tout à fait. Et puis, est-ce que vous avez d'autres exemples? Après, oui. Alors, il y en a plein des exemples. En fait, ce qu'on sait de façon très factuelle, et c'est ce qu'on a d'ailleurs rapporté dans le rapport, dans l'avis, l'opinion du Comité consultatif national d'éthique en novembre, quand on avait été saisi par le ministre de la Santé, c'était précisément donc il y a 6 mois. Il y a 6 mois, pour faire le point sur pas la priorisation en réanimation, encore une fois, c'est un sujet qui était connu, mais sur la priorisation des malades Covid au détriment des autres malades. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Entre mars et novembre, 2 études notamment sont sorties pour montrer qu'il y avait une perte de chance pour les cancers en général, y compris sur la mortalité, et pour effectivement les maladies cardiovasculaires. Donc ça, et là, il y a probablement beaucoup de victimes invisibles dont on n'a pas encore vu, toutes les maladies chroniques, qu'on reporte à chaque fois pour des soins qui paraissent pas urgents, mais qui, depuis 1 an, sont sans cesse reportés. Ça pose un vrai problème, en fait, en termes de perte de chance pour les patients. Et là, pour vous donner un exemple très clair, donc on parle de déprogrammer des actes chirurgicaux pour pouvoir, encore une fois, utiliser, parce que c'est comme ça qu'on le dit, malheureusement, c'est utiliser du personnel de ces blocs opératoires pour les faire travailler et les mettre en réanimation. Donc avec l'idée qui est toujours la même là et qui pose une question éthique majeure, c'est qu'on est en train de nouveau d'organiser nos hôpitaux uniquement Covid. Donc la vie des patients Covid, est-ce que la vie vaut plus quand on a un Covid que quand on a une autre maladie? Ça, dans votre avis, la hiérarchisation de la valeur de la vie doit rester un interdit éthique. Voilà. Et pour autant, et c'est pour ça que c'est important de s'interroger, jusqu'à quand on va ouvrir des lits pour les patients Covid? Jusqu'à quand on va déprogrammer et dire que, oui, ce patient, il y a peut-être d'autres patients qu'il faut absolument sanctuariser, prendre en charge. Alors c'est ce qu'on essaie de faire. Et cet avis, vous avez l'impression qu'il n'a pas été entendu du tout? Comme beaucoup de choses, en fait, c'est un petit peu, peut-être une habitude, peut-être pas uniquement française, mais avant, il y avait eu aussi, il y a plus de 15 ans maintenant, un avis au moment des grippes aviaires, des grippes H1N1, etc., H5N1,
des plans pandémie qui avaient été faits, notamment par l'espace éthique coordonné par Emmanuel Hirsch, avec toute une organisation qui avait été pensée pour réfléchir à ces crises, et ça n'a pas été utilisé. Et cet avis, bon, effectivement, il est arrivé. Alors, on avait été sollicité sincèrement à la fin de la deuxième vague, mais Olivier Véran avait peur de cette question de la priorisation, et donc ça n'est pas arrivé, c'était à la fin. Là, malheureusement, du coup, là, on va se retrouver dans cette situation parce que les prédictions, en tout cas, sont... Là, on a déjà dépassé, comme vous le savez, la deuxième vague pour le nombre de lits en réanimation. Et on s'attend à ce que ça continue à monter et que ça dépasse la première vague. Donc, on est hyper inquiet. Et surtout, par contre, ce qu'on a déjà fait, indépendamment de ce qui va se passer là en réanimation, c'est qu'on a déprogrammé des malades et que là, on est obligé de choisir quels sont les malades, chacun dans nos services, qu'il faut qu'on priorise. Et ensuite, il faut essayer de se mettre d'accord entre nous pour se dire, est-ce que tel cancer a moins de perte de chance si on reporte son intervention chirurgicale? Est-ce qu'on fait plutôt une radiothérapie pour un patient qui a un cancer en attendant une chirurgie quand ça sera possible? Mais voyez, c'est des pertes de chance, c'est pas le standard de la prise en charge, c'est pas le meilleur de la prise en charge. On est dans des pratiques dégradées. Et ça, pour les patients, c'est insupportable. Je veux dire, vraiment, enfin là, ils se mobilisent beaucoup aussi à nos côtés, les usagers, et je pense qu'ils ont quelque chose à dire aussi de tout ça. Ils ne sont pas non plus du tout associés. Il y a un problème aussi de démocratie, on le voit en général d'ailleurs aussi dans les décisions politiques, mais c'est vrai aussi à l'hôpital. Il faut qu'on ait beaucoup plus de démocratie, de transparence sur ces processus décisionnels, parce que ça va être des décisions tragiques. Donc voilà, il faut vraiment que vous soyez entendus. On va parler des profs à présent, parce qu'eux aussi sont en première ou deuxième ligne, je ne sais pas comment il faut le qualifier, mais en tout cas, ils sont là depuis un an pendant cette pandémie. Hier, Emmanuel Macron a annoncé la fermeture des écoles pour 3 semaines, une semaine en distanciel suivie de 2 semaines de vacances. Mais Célia, cette décision ne convainc pas vraiment les profs. Oui, alors la décision d'hier était attendue, même si depuis septembre, le gouvernement voulait garder les écoles ouvertes coûte que coûte. Les ministres martelaient que les salles de classe n'étaient pas des lieux de contamination et leurs portes devaient donc rester ouvertes malgré la propagation du virus. Du coup, il y a 2 semaines, quand le Premier ministre annonce de nouvelles mesures restrictives dans 16 départements, aucun changement n'est prévu pour les écoles. Dans les 16 départements concernés par ces nouvelles mesures, nous maintiendrons le parti pris de laisser les écoles ouvertes, préserver autant que possible l'éducation de nos enfants. Mais les chiffres qui remontent sont mauvais, les profs tombent malades et les classes ferment en cascade. Alors pour rassurer, Blanquer monte un peu au créneau. À partir de la semaine prochaine, dans les 19 départements qui désormais font l'objet de mesures de restriction renforcées, nous fermerons dorénavant chaque classe au premier cas de contamination. Le couperet a donc fini par tomber hier pendant l'allocution du président. Les écoles vont bien fermer. Avant cette décision, des profs alertaient déjà sur la situation déplorable dans leur établissement. On a rencontré Maude Valéja et Iñaki Echanis. Ils travaillent au collège Elsa Triolet à Saint-Denis, en région parisienne. Sur les 70 personnels de cet établissement, 32 sont absents pour cause de Covid, soit près de la moitié, et 8 classes sont fermées sur 25. En Seine-Saint-Denis, le taux d'incidence est de 1000 cas sur 100 000, c'est ça? Et ici, c'est combien? Avec les calculs que l'on a fait, mais encore une fois avec nos propres chiffres, puisqu'on a très peu d'informations de notre administration qui ne nous donne pas les chiffres, on était au moins à 1530 pour 100 000. Et vous vous sentez en danger quand vous entendez ces chiffres? J'avais une classe de 24 élèves. On a beau leur demander de porter le masque, leur répéter, les mesures de sensibilisation n'ont pas forcément été faites. Et donc, oui, on se sent en danger. On sait que potentiellement, on est en train de côtoyer des personnes qui ont le Covid, qui sont asymptomatiques. En début de semaine, 15 membres du personnel du collège ont demandé à exercer un droit de retrait pour danger grave et imminent pour la santé. Maude Valéja en fait partie. Lundi matin, en arrivant, on a vu qu'on était très peu de personnel, d'adultes pour les élèves, qu'on n'avait aucune information de la part de notre hiérarchie. On les avait déjà contactés vendredi quand les classes ont fermé pour demander des informations, un renforcement des mesures sanitaires. Et en l'absence de réponse, on a donc décidé lundi matin de demander des dépistages massifs, de demander des demi-groupes pour pouvoir limiter les contaminations, puisque là, les élèves sont brassés, sont en classe entière. Et puis, on demandait du temps de concertation pour organiser l'enseignement à distance.
L'éducation nationale n'a pas accédé à leur demande. Voici la réponse du ministère. Les mesures destinées à assurer la sécurité et préserver la santé des personnels sont prises et le droit de retrait ne trouve pas à s'exercer. Ils ont reçu ce refus le 30 mars, c'est-à-dire 24 heures avant l'annonce officielle de la fermeture des écoles. Mais pour Iñaki et Maud, fermer les écoles n'est pas la bonne solution. Je suis inquiète pour mes élèves parce qu'en fait, on sait que cette fermeture, on va nous la payer pendant des mois et les élèves également. C'est problématique d'attendre des mesures aussi fortes alors qu'en fait, on peut mettre en place des choses avant. Ça fait 1 an qu'on est dans cette crise-là et on a l'impression que rien n'a été appris sur les conséquences du premier confinement. On se retrouve exactement dans la même situation où on a 48 heures pour tout mettre en place. Les personnels du collège, comme de beaucoup de collèges ici, ont proposé un protocole alternatif garantissant la sécurité sanitaire et physique des élèves, permettant d'éviter d'arriver à ce genre de situation. Ce protocole-là a été balayé de la main par notre hiérarchie. Il y a la fermeture, il y a l'ouverture totale. La troisième voie que vous avez proposée, c'est laquelle ? C'est des adaptations pour permettre de limiter les contaminations, ça veut dire enseigner en demi-groupe, mais également aussi pour les élèves. Il y a eu beaucoup de retard de prix au premier confinement, on a besoin de baisser le nombre d'élèves par classe plus généralement. Et puis là, dans l'urgence, il faut absolument des campagnes de tests massifs pour les élèves et les personnels. On en a absolument besoin. Et puis l'accès au vaccin qui nous paraît évident et qui est réclamé par les collègues. Alors sur la vaccination, Emmanuel Macron a fait à nouveau marche arrière hier. On se rappelle, il y a 10 jours, il disait ça. Mais surtout à partir de mi-fin avril, nous allons avoir de plus en plus de vaccins qui vont arriver. Et on sera à ce moment-là dans une situation qui nous permettra en effet d'envisager d'avoir des campagnes ciblées sur des professions qui sont exposées, à qui on demande des efforts. Les enseignants en font légitimement partie. Et hier, il a décalé tout ça de 2 mois. À partir de la mi-juin, les rendez-vous seront ouverts à l'ensemble des Françaises et des Français de moins de 50 ans. Une stratégie de vaccination spécifique sera par ailleurs prévue pour toutes les professions les plus exposées, en particulier nos enseignants. Pour Maud, ça ne va pas assez vite. Dans une grande incertitude qui nous agace parce que la vaccination, on en a besoin tout de suite maintenant dans nos établissements. Il faut donner cette possibilité-là aux collègues. On ne peut pas leur demander de venir travailler dans des conditions sanitaires comme celles qu'on connaît aujourd'hui et de leur garantir aucune sécurité. Et puis, il faut qu'on sorte de cette crise. Il faut réfléchir à des sorties de crise. Là, on a vraiment un gouvernement et un ministère de l'Éducation nationale qui réfléchit du jour au lendemain. Nous, on demande vraiment que les choses soient réfléchies sur du plus long terme. Pourquoi on continue de supprimer des postes? Pourquoi on continue de fermer des classes? Pourquoi on continue de baisser les dotations horaires des établissements? Donc nous, ce qu'on demande, c'est un véritable moratoire sur ces suppressions de postes à la rentrée et bien évidemment la démission de notre ministre qui n'est plus en capacité d'assurer son rôle parce qu'il est désavoué par notre président. Il est rejeté par la majorité des enseignants qui ne se sentent pas écoutés ni entendus dans leurs revendications. Iñaki demande la démission de Blanquer. D'autres profs vont plus loin. Le collectif des stylos rouges, qui rassemble plus de 70 000 enseignants, personnels éducatifs et parents, a déposé une plainte contre Jean-Michel Blanquer pour mise en danger de la vie d'autrui. On a rencontré Nicolas Webank. Il est instituteur dans une école primaire de Bobigny et fait partie du collectif des stylos rouges. Cette plainte, elle a été déposée parce que Jean-Michel Blanquer n'a pas, depuis le déconfinement, il y a un protocole sanitaire qui est revu à la baisse au fur et à mesure depuis 10 mois. Et donc il y a une vraie souffrance, il y a des alertes qui ont été faites du différent personnel et qui n'ont pas été prises en compte. Jean-Michel Blanquer a réagi ce matin à ce dépôt de plainte sur RTL. On a regardé la vidéo avec Nicolas Webank. On est dans une situation qui a été comparée à une guerre et à certains égards c'est bien ça. Il y a des gens qui ont envie de vous poignarder dans le dos quand vous faites ça. On est obligé de savoir que ça existe et de vivre avec ça, mais c'est évidemment lamentable. Je ne pense pas qu'on mette de coups de poignard dans le dos, puisque nous ne sommes pas Brutus contre César. Nous, évidemment, on prévient Jean-Michel Blanquer de tout ce qu'on fait. On demande évidemment du changement, on demande des améliorations. Je pense plutôt qu'il devrait écouter, il serait peut-être temps, soit peut-être qu'il y a un changement de ministère s'il n'est pas capable d'écouter le personnel qui, lui, est sur le terrain. Il a fallu qu'il y ait 300 classes qui ferment, enfin 300 classes qui ferment par jour à Paris pour qu'il y ait une fermeture d'école. Merci Célia. Et à lire dans Mediapart l'article d'Ismaël Bin et Caroline Coq-Chaudorge sur ces enseignants qui font valoir leur droit de retrait pour danger imminent. Sophie Crozier, je vous voyais secouer la tête à chaque séquence de ce reportage. Un commentaire peut-être, rapidement. Rapidement,
C'est vrai que la question de la vaccination, de la priorisation de la vaccination pour les enseignants, si on voulait préserver à tout prix, et ce qui est vraiment hyper important, en effet, l'accès à l'éducation aux jeunes, c'était une question. Bon, c'est vrai que de toute façon, il y a une telle pénurie que, bon, il y a des choix qui ont été faits, mais peut-être ça sera rediscuté. Et puis non, la raison pour laquelle je suis aussi, et c'est bon, tant mieux qu'on reste en colère, parce que je pense qu'on en aura besoin aussi si on veut changer de modèle, comme disait cet enseignant. Mais c'est quand même dramatique que dans la situation qu'on est en train de vivre tous, on continue à fermer des écoles, à fermer des classes, à supprimer des postes de profs. Et nous, on continue à fermer des lits dans tous les projets qui existent aujourd'hui. Il y en a des dizaines sur le territoire où on est en train de fermer des lits. On est en train de valider la fermeture de 300 lits en rassemblant l'hôpital Bichat et Beaujon, qui est dans le nord de Paris, où la crise a quand même eu la pire incidence. Donc c'est dramatique. Non mais je comprends. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'est pas écouté. Moi, encore une fois, je suis quelqu'un je ne suis pas politisée, je ne suis pas engagée, je ne suis pas syndiquée, je m'étais jamais mobilisée jusqu'à il y a 2 ans, en gros, mais là, c'est parce que je ne pouvais plus de ne pas pouvoir arriver à travailler dans des conditions correctes. J'entends la souffrance de ces professeurs. Enfin, qu'est-ce qui est important dans notre pays si la santé et l'éducation, ce n'est pas des choses qui sont absolument essentielles mais voilà, pour le bien-être, enfin, c'est plus que du bien-être, enfin, c'est absolument essentiel. Je ne comprends pas qu'on s'aborde tout ça aujourd'hui. C'est dramatique, en fait. C'est dramatique. Ce qui est dramatique, c'est qu'après 1 an de crise sanitaire, tous ces services ont réussi à faire des efforts considérables, efforts qui existaient encore une fois. On ne découvre pas que l'éducation nationale est en difficulté aujourd'hui. On ne découvre pas que voilà. Et là, on continue à prendre des décisions qui vont dans l'autre sens. Mais quand est-ce qu'on va être écouté ? En tout cas, le message est passé. Vous restez avec nous, on parle toujours Covid, mais aux États-Unis, dans le Nevada. Les États-Unis où on retrouve Patricia Neves. Salut Patricia, je te vois, tu es à Phoenix en Arizona et tu reviens de reportage dans le Nevada, seul État américain où les maisons closes sont autorisées, sauf qu'à cause du Covid, elles sont fermées, alors que le business a repris à Las Vegas, un casino, restaurant, bar, piscine, spa, presque tout a pu rouvrir sous certaines conditions. Tous, sauf les maisons closes. Le Nevada en compte une vingtaine qui opèrent légalement depuis 50 ans dans les comtés de moins de 700 000 habitants et qui sont donc fermés depuis 1 an. Patricia. Oui, Valentine, du coup, du jour au lendemain, des dizaines de travailleuses du sexe se sont retrouvées sans ressources. Elles ont rencontré énormément de difficultés, notamment pour avoir accès aux indemnités chômage ou aux prêts fédéraux destinés aux petites entreprises. Au point que l'une d'entre elles a décidé de saisir la justice pour contraindre le gouverneur à rouvrir les maisons closes, sans succès. Elle s'appelle Alice Little, elle a 31 ans et elle s'est régulièrement engagée pour le droit des travailleuses du sexe. Elle nous raconte cette procédure. On va l'écouter. I looked at the reality of Nevada. In Nevada, back as early as, say, April last year, you could drink indoors, smoke indoors, the casinos were wide open. In the meantime, we know that dating websites still are very popular. Folks are hooking up on Tinder and Bumble. And so these in-person close contact sort of meetings are still happening between 2 consenting adults. So what's the problem here? The fact that I'm receiving payment for that? Because I mean, I don't understand, and it feels frankly very discriminatory, which is why I decided to pursue the case. Sex workers have rights, sex workers have protections, because right now we were largely forgotten by society. We were marginalized, pushed off in a corner, and in many cases left to suffer. Pour survivre, Alice s'est reconvertie sur Internet où elle était déjà présente. Elle estime avoir perdu 90% de ses revenus. Elle vit de ses économies, mais elle estime quand même être chanceuse, car certaines de ses collègues, pour survivre, ont dû travailler illégalement. Many of my coworkers had no choice. They simply had to financially survive, put food on the table, pay for their rent, and well, what are they going to do? Get a job at Walmart? Put down sex worker on their resume? We all know that sex work stigma is real, and as a result of working within the legal brothels,
it's very challenging to find a job in another industry. D'autant que l'ensemble de l'industrie du sexe dans le Nevada a été durement touchée, elle aussi. À Las Vegas, le club de striptease Déjà Vu, qui est une adresse connue des locaux, n'a par exemple pu rouvrir qu'à travers une licence qui lui permettait d'accueillir des filles, des danseuses en bikini, malgré le fait qu'elles soient à distance. Et ces filles n'avaient donc pas le droit de se dénuder. Des contraintes administratives pas toujours claires pour les acteurs du secteur, et surtout une situation très précaire pour ces travailleuses du sexe. L'une d'entre elles nous disait par exemple qu'elle espérait que cette crise soit aussi l'occasion de discuter de leurs conditions de travail. Ces filles, elles travaillent en indépendante, et pourtant, dans ces maisons, leurs conditions de travail s'apparentent plutôt à du salariat. Et c'est autant de questions qu'elles aimeraient poser en ce moment, parce que le gouverneur a annoncé il y a quelques jours que les maisons closes pourraient rouvrir à partir du 1er mai. Merci Patricia Neves, bonne journée aux États-Unis. Tu es à Phoenix et on te lit bien sûr sur Mediapart. À bientôt, tout de suite le 24 heures. Si vous n'avez pas lu Mediapart depuis 24 heures, petit récap, on reste d'abord dans notre thématique avec cet article de Rosen Le Sens sur cette question récurrente. Les personnes mortes du Covid seraient-elles de toute façon décédées? Certes, la maladie est particulièrement meurtrière pour les plus âgés, mais vous le verrez en lisant l'article, la réponse n'est pas du tout évidente. À lire également cet article de notre partenaire Rue 89 Strasbourg qui dresse le portrait de Rabat, 30 ans de carrière chez le brasseur alsacien Cronenbourg, 30 ans accumulés, 160 contrats de mission en intérim, 16 CDD, sans jamais obtenir le CDI tant espéré et mérité. Rabat a finalement décidé de porter plainte devant les prud'hommes. Enfin, ce compte rendu par François Bougon du dernier livre de l'historienne Kate Brown. Cette prof du prestigieux MIT a décortiqué la stratégie mise en place pour minimiser le bilan de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 86 et pour éviter les études des effets à long terme sur les populations civiles. Un livre trépidant, nous dit François Bougon. À l'air libre, c'est fini pour cette semaine. Lundi, pas d'émission, vous retrouvez Mathieu mardi. D'ici là, au programme sur Mediapart, demain, dans la série Le capitalisme et ses crises, entretien de Romaric Godin avec l'économiste Frédéric Lordon. Samedi, le documentaire Dernier jour à Chibati d'Hendrik Dussolier, un film sur la démolition d'un quartier de l'immense ville chinoise de Chongqing, film qui a reçu le prix du public des Yeux d'Oc, organisé par la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou. Bon week-end à tous, bonne soirée, salut!